Notre personnalité du jour est un attaquant, sur le terrain et même en dehors. En chiffres, c'est 47 ans pour plus de 28 ans de carrière, 10 clubs en tant qu'attaquant dans à peu près 5 pays, la Turquie, la Malaisie, la Hollande, le Cameroun, plus de 7 prix et récompenses et même une reconnaissance et des palmarès. Il a été fait chevalier de l'ordre du mérite camerounais, champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2000, plus de 30 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, 7e d'une famille de 9 enfants, d'où son chiffre fétiche, le numéro 7, père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, Bernard Touton, footballeur international et homme d'affaires, nous ouvre les portes de son intimité et ensemble, nous allons talk. Prenez un petit verre, mettez-vous confortable, on va passer un très bon moment. Bienvenue dans le Stade Talk. Bonjour Bernard. Bonjour ma grande, merci beaucoup de me recevoir et surtout de me donner l'occasion, l'honneur de partager avec toi et tes millions de téléspectateurs ce beau moment. Merci à toi parce que tu nous ouvres les portes de ta maison, parce que c'est un exercice que tu n'as jamais fait. Donc nous on te remercie et ces téléspectateurs nous te remercions. Comment ça se passe ici en général? Je suis quelqu'un de très casanier. Donc je sors juste pour faire mes séances de sport ou bien pour un rendez-vous. Rarement, je vais très rarement au bureau, mais bon, de temps en temps j'y vais. Mais je suis très casanier. J'ai une petite fille qui a 1 an. Oui. Donc franchement, je profite à fond parce que je pense que les 3 premiers sont allés très vite. Ils sont déjà majeurs, vaccinés. Oui. Je crois que ça allait très vite. J'ai pas assez profité. C'est pour ça qu'avec ma petite Malaïka, elle s'appelle, elle a eu 1 an il y a quelques jours, je profite beaucoup. C'est pour ça que je reste beaucoup à la maison. Il n'y a pas que Malaïka dans cette maison. Il y a une petite chienne et ta compagne. Oui. Ta compagne. Alors, tu l'as rencontrée déjà comment, ta compagne? Ouais, Oscarine, elle s'appelle Oscarine. C'est un petit ange, comme je l'appelle, ma petite boule. Elle est très petite, comme tu as vu, mais elle est dynamique, elle travaille beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est très secret. Et j'aime beaucoup parce que elle est là sans être là. Elle s'efface quand il faut, elle apparaît quand il faut, elle est très intelligente et c'est toujours bien parce que moi je suis quelqu'un en général très fidèle. Fidèle en amitié comme fidèle en amour. Je ne peux pas tromper, je ne trompe pas, j'aime pas être trompé. Donc c'est quelqu'un de très discret et ça m'arrange bien. Et j'ai ma petite tutute, comme je l'appelle, ma petite chienne. J'ai toujours eu des animaux avec moi, j'ai grandi dans une famille où on a parlé plus ou moins de mon feu papa, qui avait un chien qu'on appelait Médor, et j'ai grandi avec ces chiens. Donc, depuis que je suis à la Nord, j'ai toujours eu des caniches avec moi. Mais je supporte les petits, je ne supporte pas trop les gros chiens. Donc, dans la maison, c'est comme ça, et on est 4 ici parce qu'on compte aussi Tutut, et on vit plus ou moins. Je suis quelqu'un qui aime la sobriété, j'aime pas trop les exubérances et tout. C'est pour ça que mon confort est aussi tranquille. Très simple, très joli par contre, très grand aussi. Donc en tout cas, vous êtes 4 dans la maison, tu es le chef de famille, tu as tes 3 enfants, tu le disais, qui sont en Europe, 25 ans, 18 ans. Non. On a promis d'abord 28 ans, Patrick, qui est pas déjà avec 9 ans, c'est un vieux garçon. Oui, 28 ans. 25 ans et 17 ans. Et 17 ans, voilà. Donc les 3, ça s'est passé comment avec les 3? Et ça se passe comment aujourd'hui? Je disais que ça allait tellement vite. Mon fils, le premier, Patrick, et aujourd'hui, quand je lui parle, il me dit, papa, j'ai pas d'autant, j'ai des trucs à faire. Ça me fait bizarre. Mais bon, il a pas fait une carrière sportive parce qu'il a commencé à jouer au foot. Mais après, il s'est arrêté parce qu'il estimait que, comme j'aime souvent dire, il n'avait pas faim. Quand au Cameroun, on joue au foot, on a faim, on se bat. Là-bas, il avait tout. Donc, et puis, j'ai ma fille qui est une passionnée d'enfants. Elle adore les enfants, elle adore le quotidien. J'ai la chance d'avoir mes 2 enfants qui ont fait des études, arrivés au bac, ils ont eu le bac, mais ils m'ont toujours dit, papa,
nous, on n'a pas de grandes études parce que ça nous perd autant, nous, on veut travailler. Mon fils, il gère une très grande entreprise, pour ne pas citer Nike, sur les Champs-Élysées, qui est patron de cette maison. Ma fille qui est en France, elle s'appelle Laurine Audrey, elle gère une grande crèche parce qu'elle adore les enfants, elle s'est formée dessus. Et le dernier petit Glenn, lui par contre, j'aime pas trop parler de lui parce que quand je parle, ça me ramène un peu à l'émotion parce qu'il est handicapé. Donc les spécial, il est handicapé. Je loue souvent les parents qui ont des enfants handicapés qui souffrent. Lui, Glenn, n'a pas développé tout, donc il a du mal. Mais bon, j'ai la chance que mon ex-femme aussi, c'est une femme qui est battante, donc qui gère bien. Donc de ce côté, il n'y a aucun problème et tout se passe bien. J'ai au téléphone tout le temps. J'espère avoir mes enfants pour septembre pendant mon anniversaire. Super. Ben écoute, quand on t'écoute, tu es un papa concentré, un chef de famille aussi très concentré. Tu dirais que c'est ça qui a été ton équilibre pendant ta carrière de footballeur? Je pense que je suis d'une génération qui est entre deux. La génération de 90, les Roger Mila, les Bidarantes, les Abedi Pelé, qui sont arrivés en Europe et qui ont fait beaucoup, plus ou moins des gaffes, c'est-à-dire qu'ils sortaient, ils faisaient beaucoup de choses. Nous, quand on arrivait, on nous a obligés à nous marier, on nous a obligés à avoir des copines. À 17 ans, je me suis marié, c'était pas évident. Ouais. Bon, j'ai eu la chance d'avoir la mère de mes enfants qui était une femme formidable, il faut le dire. On s'est séparés parce qu'on s'est connus très jeunes. Oui. Mais j'ai toujours eu la chance d'avoir une famille où on me protégeait, que ce soit la mère de mes enfants avant que ça sorte Oscarine, on me protégeait, on m'accompagne beaucoup. Je pense que pour tout homme, quand tu as cet équilibre, c'est une bonne chose. J'aurais pu avoir une carrière meilleure, pourquoi pas, mais le Seigneur fait ses choses et je suis content. Tu es quel type de partenaire? Plutôt compréhensif? Dis-moi. Je suis très, très à l'écoute. Oui. Je suis comme un livre, simple. Mais je suis très, pas jaloux, mais je suis très... C'est quoi le mot? Capricieux. Capricieux. Moi, je suis très capricieux. Moi, quand on me fait quelque chose, je peux rester une semaine sans te parler à la maison. Hein. Ça, je suis très, très capricieux. Mais bon, j'ai la chance d'avoir une campagne qui comprend. Quand je fais une journée, je ne suis pas content, elle s'est venue me dire le soir, il faut qu'on parle. Je dis, non, je n'ai pas envie, il faut qu'on parle. Elle est toute petite, mais quand elle s'impose. Donc, à part mes caprices, je pense que je suis quelqu'un, j'ai dit, très fidèle. J'adore ça, la fidélité. Pourquoi? Parce que j'estime que la relation, c'est deux personnes, mais qui deviennent une personne. Donc, je reste un homme. Ça peut m'arriver de sortir, de courtiser une femme dehors, mais je sais faire la part des choses. Parce que quand on a tout ce qu'on a à la maison, on n'a pas besoin d'aller dehors, ça c'est sûr. Mais je suis un papa comblé, un homme heureux parce que je ne demande pas trop en même temps. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Certains ont besoin d'avoir 4 voitures, 2 palais, des villas. Moi non, moi j'ai besoin d'avoir mon petit confort, être avec ma fille, sa maman, sortir manger, un truc rentré. Franchement, moi ça me suffit. Tu as décrit le partenaire que tu es, tes qualités et même tes défauts, tu les abordes sans souci. Et en tant que parent, tu dirais que tu es quel type de parent? Un peu celui qui donne tout Oui, sensible, très sensible. J'étais un enfant battu quand j'étais petit. Pourquoi? Parce que, vous savez, à l'époque, ma génération, quand on jouait au football, on disait que vous étiez des voyous. Oui. Mon papa était un gendarme, vous imaginez. Donc et moi j'étais tellement passionné, j'aimais tellement le football. À l'âge de 6-7 ans, je jouais au football. Et quand je rentrais, je me faisais tabasser dessus. À 8-9 ans, quand je jouais au football, quand je revenais, je prenais un coup de fouet. Et un gendarme, vous savez ce que c'est. Donc j'étais un enfant, je sais pas, ça m'a traumatisé, parce que je ne connais pas le mot traumatisé, mais ça m'a mis quelque chose, impacté dans ma vie. Ce qui fait que mes enfants ont grandi en ayant tout. Je me rappelle que ce soit mon ex-femme, la mère de mes enfants, que ce soit Oscar, il m'a dit tu gâtes trop les enfants. Parce que j'ai jamais porté la main sur mon enfant. Quand ma fille faisait une bêtise, que j'ai tiré ses oreilles, elle pleure, je me mets à pleurer. Parce que ça me rappelle les mauvais souvenirs. Donc je suis un papa, je veux plutôt dire très câlin, très... J'adore câliner mes enfants, j'adore dire à mes enfants que je les aime. Pourquoi? Parce que je pense que comme beaucoup de Camerounais, le mot, nos parents nous ont pas assez dit on t'aime. Ils avaient leur façon à eux. Et j'ai appris à dire, même quand je connais la mère de mes enfants à l'époque, je ne disais pas je t'aime. C'était difficile. J'ai appris à dire je t'aime quand mon enfant me dit papa je t'aime. Ah. Et là, je suis devenu comme si j'attendais juste ça. Maintenant, je dis je t'aime à tout le monde, à mes amis, à tout le monde. Donc, à mes enfants, avec mes enfants, je suis très papa poule quand même. Alors, ce que nous on aime, c'est ton ouverture d'esprit. Tu es quelqu'un de plutôt à l'écoute, très à l'écoute. Et tu as décrit le père que tu peux être, le père que tu es. Et avant d'entamer et de parler de tes business, parce que l'homme d'affaires aussi, on va en parler, ça sera dans quelques petits instants,
Alors, tu as été très vite, tu l'as dit, marié, tu as été en couple très vite, et très vite tu as eu des enfants. Ça aurait pu être un frein, mais cet équilibre familial a été une plus-value pour toi, pour ta carrière. Je pense que c'est générationnel. Moi, je pense que pour moi, ça a été plutôt un calme. C'est quand tu es en Europe et que tu n'es pas marié, tu as tendance à sortir, à faire des choses. Quand tu es marié, tu as le respect de la mère de tes enfants, tu as le respect de ton épouse, mais c'est des choses que tu ne fais pas. Tu as cet équilibre. Moi, je pense que même au Cameroun, quand je suis rentré au Cameroun et que j'étais seul, je ne sors pas trop. Je ne suis pas quelqu'un de trop sorti. Quand je sors, c'est restaurant, c'est aller écouter la musique, c'est rentrer. Les boîtes de nuit, j'y vais pas trop, je ne bois pas, je ne fume pas, donc parfois je m'ennuie. Je suis allé une fois en boîte de nuit avec un ami, je vais ma bouteille d'eau. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais en boîte de nuit? Donc, tu imagines, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, moi, écouter la musique, à sortir, écouter dans un cabaret, écouter la musique, rentrer, rester tranquille. Donc, je suis ce genre d'homme. Et peut-être que c'est ça qui m'a permis de faire ces 28 ans de carrière. Il y a des gens qui adorent la fête et qui font 30 ans de carrière, hein, ça arrive, hein, qui trouvent de l'équilibre dans la fête. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, ils trouvent l'équilibre. Moi, j'imagine, et je vais prendre une anecdote, moi, je ne buvais pas. Les amis comme Rigobert, Song et tout me disaient toujours, mais il faut quand même boire de temps en temps un verre de vin, il faut quand même boire tout. Donc, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, écoute, tu arrives à la maison, tu prends un grand verre, tu achètes. Il m'a dit, commence à la maison, prends un verre de vin et tu bois. Donc, un soir, moi, je me mets devant la télévision, c'était en Europe à l'époque, je me mets devant la télévision, je regarde un match de foot, je prends un grand verre de vin comme ils m'ont montré, je m'achète du vin, je sers à moitié, je commence à boire un peu, je bois un peu. À un moment, j'ai l'impression que la maison tourne. J'ai l'impression que la maison tourne. C'est ma première expérience avec l'alcool, ça. Je commence à transpirer. La télévision commence à être deux. Je me suis couché au sol. J'ai dormi pendant 4 heures, je ne me suis pas rendu compte. Le lendemain, je ne dis plus jamais plus. Ah, c'était ma première et dernière fois. Je n'ai plus jamais goûté. Ah bah, et tes enfants, ils viennent souvent au Cameroun, tu m'as déjà dit oui, mais ils viennent à quelle fréquence? Est-ce que c'est important pour toi de les avoir de temps en temps ici? Depuis 2 ans, je suis là, ils ne sont pas venus parce que j'étais avec mon fils à Abidjan, d'Afrique Nation, on était ensemble. Ma fille n'a pas autant. Elle s'est mariée, elle a eu un bébé, donc moi je suis grand-père aussi quelque part. Je ne voulais pas trop dire, mais ça arrive, je suis grand-père. Mais bon, j'aime pas, je suis trop jeune pour être grand-père, donc je cache un peu ça. Donc ma fille aussi a eu un bébé qui a presque 1 an et 6 mois, tu imagines. Donc ils ne viennent pas très souvent, mais j'espère les avoir en septembre pour mon anniversaire. Ce serait bien parce que tu as ta fille qui a 1 an et ta fille à toi qui a un petit bébé. Et je me dis, comment va ma petite soeur? J'appelle en vidéo, elle regarde, je dis, c'est ta grande soeur. Et on s'est marre. Bon, je peux me permettre. J'ai déjà parlé de mes frères designers camerounais, donc c'est bien, je mets ça de côté. Voilà, bah écoute, on avait l'homme d'affaires, on avait le père de famille et l'époux en chapeau. Là, on retrouve l'homme d'affaires sans chapeau. Il faut qu'on voie le sérieux du monsieur, tu vois. Ce sérieux-là, tu l'as dans tes entreprises, tu en as pas mal. Alors, tu as une carrière de footballeur, 28 ans, ça fait beaucoup. Il y a cette appréhension de toujours laisser le foot, être en fin de carrière, prendre sa retraite chez tous les footballeurs et même les sportifs. Toi, tu as vécu le moment comment? Le moment de prendre ta retraite et comment tu l'as préparé cette retraite? C'est difficile parce que c'est le genre de truc qu'on pense préparer. On se dit toujours, je vais arrêter dans 2 ans, il faut que je prépare. Moi, je n'ai pas eu trop de chance parce que je me suis blessé à ma dernière année. J'étais en Israël, je me suis blessé en 2009. Oui, en 2009, je me suis blessé. Et j'avais du mal à revenir, j'avais plus de 30 ans, j'avais du mal à revenir. Je suis resté en Israël 1 an avec la blessure. Donc là, vous voulez que je reste comme 1 an de plus. Je ne pouvais pas, ma famille était en France, j'ai décidé de rentrer en France. J'avais un plâtre, c'était difficile à la maison. Donc je me suis dit, pendant que j'ai mon plâtre, je pense à ma reconversion, qu'est-ce que je vais faire? C'est jamais évident. Après mon plâtre, je vais essayer encore de jouer, mais c'était difficile, c'était pénible pour moi de me lever tôt, aller faire de l'entraînement. Je dis, bon, écoute, je reste à la maison, je vois ce qu'il y a à faire, je commence à préparer. Mais j'avais toujours un objectif, rester dans le football. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je ne voulais pas être entraîneur de foot. Parce qu'entraîneur de foot, c'est un peu, je trouve, c'est un peu ingrat. Quand ça marche bien, on dit que c'est le footballeur. Quand ça marche bien, quand ça marche mal, c'est l'entraîneur. Donc je ne voulais pas être entraîneur. J'ai commencé à travailler comme communicant sportif. J'ai commencé à travailler comme conseiller sportif, c'est-à-dire que j'ai orienté des jeunes footballeurs qui arrivaient. Et c'est quelque chose que j'aimais bien. Et ça, je l'ai fait en France pendant un moment. Et j'ai travaillé avec quelques personnalités, quelques anciens footballeurs, quelques footballeurs nigérians, sénégalais. Pas trop des Camerounais parce que le football camerounais à l'époque, ils avaient du mal à faire confiance à un de leurs. Surtout que je venais d'arrêter ma carrière, donc c'était pas évident. Et après,
je me suis trouvé tout simplement vers le coaching sportif. Je me suis dit, la meilleure façon pour moi, parce que je regardais mes copains, ils prenaient du poids. Je voyais un gars qui était au football, il a pris du poids, ça me mettait mal à l'aise. Je me suis dit, pour ne pas prendre du poids, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je me suis orienté dans le coaching personnel en tant que coach sportif. Et j'ai passé mes formations à 6 mois en France et j'ai commencé à travailler comme coach sportif en France. Tu es l'un des meilleurs. En tout cas, ici, tu as développé un vrai réseau en termes de coaching sportif. Ça se passe comment, ce côté coaching sportif pratiqué au Cameroun? C'est difficile au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, tout le monde aime le sport. Mais les gens ne comprennent pas comment je vais payer pour faire le sport. Donc moi, j'ai eu une cliente un jour qui m'a dit, je vais payer pour avoir mal au corps. Non, je ne peux pas. Donc vous imaginez la mentalité des gens. Je me suis spécialisé coach sportif, mais en entreprise. C'est bien de préciser pourquoi. Parce que ça permet d'avoir du monde, un grand panel et de mieux travailler. Et pour moi, c'est très important le sport. Je suis en tout cas, il y a 2 ans, j'ai commencé par des grandes entreprises, par des entreprises, des sociétés d'État, des ministères, pour proposer. Mais je me suis rendu compte que les gens sont un peu très restreints, ils ont peur, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils bloquent au lieu d'apprendre. Donc j'ai eu la chance qu'avec le président de la fédération Africa Foot. Parce que l'exercice de coach en entreprise, tu pratiques ça à Africa Foot. Ça s'est passé comment cette rencontre et comment ça se passe au quotidien? Je disais justement que j'ai eu la chance avec le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui est quelqu'un d'abord qui connaît, parce qu'il a vécu en Europe, il connaît comment le coaching pour une entreprise, c'est important. Parce que quand vous avez une entreprise, vous avez 50, 60 salariés, forcément ils ne sont pas amis, forcément ils ne se parlent pas. Très peu se connaissent. Et quand je suis arrivé au Cameroun, quand je faisais la campagne, moi j'étais en France, on travaillait ensemble. Et quand j'ai décidé de rentrer au Cameroun, je lui ai dit, président, je rentre au Cameroun. Il m'a dit, ok, tu es chez toi, reviens, on a beaucoup de choses à faire. Quand je suis arrivé au Cameroun, on a discuté lui et moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te plaît ici à la fédération? L'équipe nationale, tu veux être manager, tu veux trouver... Non, je lui ai dit non. J'ai envie d'être un peu libre. Et si je prends un poste permanent, je ne serai pas libre. Et moi, je revenais au Cameroun après 8 ans sans venir au Cameroun. Donc, j'avais tellement de choses à découvrir, des personnes à saluer. Et si je prenais un poste où je devais être tous les jours au bureau, ça m'aurait saoulé. Et je ne pense pas que je suis quelqu'un qui va rester au bureau longtemps. Je vais m'ennuyer. Donc, c'est pour ça que lui et moi, on a discuté. Je lui ai dit, écoute, moi, ça va faire quelques années, je travaille comme coach sportif en France. Coach spécialisé dans l'entreprise. Il m'a dit, au Cameroun, ça va marcher ces choses. Pourquoi pas? Essayons l'Africa Foot, on verra. Il m'a dit, avec l'Africa Foot, tu penses que c'est possible? Je lui ai dit oui. Et c'est comme ça qu'on a discuté, on a échangé. Il m'a dit, ah, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, je pense que le sport peut permettre qu'ils échangent. Ils se connectent entre eux. Voilà, donc et je me rappelle les premières séances de coaching que j'ai eues. À l'Africa Foot, il y a 3 niveaux. 2e étage, 1er étage et au rez-de-chaussée. Tu as beaucoup de secrétaires qui sont au rez-de-chaussée, beaucoup de jeunes qui sont au rez-de-chaussée et qui forcément ne discutaient pas des grands patrons en haut, les secrétaires généraux, tous ces gens qui sont importants, les directeurs. Et quand je suis arrivé à ma première séance, je me rappelle, j'ai fait un exercice ludique. J'ai voulu que les gens s'échangent, discutent, se touchent. Et je me suis rendu compte qu'ils se parlaient très peu. Donc j'ai fait une séance où on trottinait. Et quand il disait par 2, on s'arrêtait par 2. Par 3, on s'arrête par 3. Donc quand tu as côté quelqu'un, tu es obligé d'arrêter. Et quand je dis par 2, il y avait une jeune secrétaire qui avait le SG. Le SG, c'est le patron de la maison. Quand je dis par 2, elle fait comme ça, elle s'est bloquée. Je dis, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, mais attrape-le. Donc, tu vois, donc, elle attrape le SG. Après, elle m'a regardé. Et après, tu vois, c'est devenu comme ça tout le temps. On faisait des petits jeux. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu as des gens qui habitaient le même quartier. Je peux ne pas citer Odia, mais qui ne savaient pas. Après, les séances de sport, ils discutaient, ils se rendaient compte que hey, mais tu es mon voisin, tu habites derrière. Et maintenant, ils viennent ensemble. Une synergie parfaite. Ça crée une atmosphère terrible. Et le résultat, ça se voit. Ça rend le résultat pertinent, quoi, bien que le résultat pertinent soit. Déjà acquis, mais avec des séances de sport, ça permet de briser les barrières. Exact. Et je peux te dire une chose. Si tu vas à la fédération, tu poses la question, on te dit, le coach, c'est notre personne. Moi, j'aime ça, j'aime ce côté, prendre des nouvelles, aller dans tous les bureaux. Et comme en tant que coach, je peux me permettre, donc les gens aussi se libèrent, peuvent me parler, peuvent me dire des choses. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Bah, écoute, tu as ton contrat pour combien de temps à l'Africa Foot? 2 ans. 2 ans, là, on est en fin de contrat. On est en fin de contrat au mois d'août. Tu aimerais renouveler ou bien? Ça dépend du patron, ce qu'il va décider. C'est pas moi, c'est Samuel Eto'o, le patron qui décide. Je sais qu'à ses côtés, il aimerait que je reste. Et moi, je suis son soldat, il le sait. Il sait que je suis son soldat
avec le président de la fédération, je fais ce qu'il me demande. Parce que, vous savez... Vous savez quand même, avec lui, tu as un lien qui est déjà un lien professionnel parce que vous avez joué ensemble, vous avez collaboré ensemble en tant que sportif. Là, vous collaborez ensemble, lui, il est ton patron, tu travailles. Et à côté de ça, tu es son grand frère ou qui est le grand frère déjà? Tu es son grand frère. Ça se passe comment? Est-ce que vous détachez parfaitement l'amitié du travail? Et ça se passe comment? Vous organisez tout ça? Non, on a toujours eu, même quand il jouait, je veux dire, quand le président de la fédération commençait sa première sélection avec l'Université du Cameroun, je crois que c'était 97, l'un de ses premiers matchs, et à Douala contre le Ghana, je l'ai accueilli, on a échangé longtemps. J'aime toujours raconter ça, il m'a dit, grand frère, tu sais, je vais être le meilleur attaquant du Cameroun. Je lui ai dit, ah bon, il faut que tu travailles beaucoup, parce que les Rogers sont passés avant. Il m'a dit, grand frère, tu vas voir, je vais y arriver. Et depuis, cette phrase ne m'a jamais échappé. Je lui rappelle souvent, on rigole. Donc, on a cette relation de... Moi, je l'appelle toujours président. D'accord. Je pense que c'est normal, c'est le président de la fédération. Il est au-delà même du président de la fédération. Donc moi je l'appelle toujours président, jamais je le tutoie, je le vous vois toujours. Président, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous savez, est-ce que je vous vois toujours président. Et parfois si ça le dérange, il m'a dit on reste là, je vous vois, c'est son rôle de président. Même quand on est en dehors, même si on joue au foot, la dernière fois on a joué à Limbe contre le Nigeria, il dit président félicitations pour votre début, il m'a dit mais grand frère vous aussi. Donc, il veut que je tutoie, mais je n'arrive pas à tutoyer parce que pour moi c'est le président de la fédération. Donc on a cette relation qui fait que j'ai besoin de le protéger. En tant que grand frère, je pense que je le protège parce que je connais la maison, je connais ce qui vit. Le travail est tellement intense et puis c'est stressant. J'aime souvent dire aux gens que j'ai joué, j'ai connu des présidents comme Iya Mohamed. Iya Mohamed c'était un très bon président. Les gens ne connaissaient pas. À l'époque, s'il y avait des caméras, on verra que Iya Mohamed était partout, au restaurant, dans les vestiaires, à l'hôtel. Il était partout parce qu'il aimait ses footballeurs, il aimait les joueurs. Et le président Samuel Eto'o est un peu pareil. Il aime ses footballeurs, il veut faire tout pour eux. Et parfois, je ne comprends pas les gens qui disent qu'il est trop présent. Mais c'est normal pour un président. Donc, on a cette relation qui fait que moi, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait que je le protège. Et en même temps, je sais que c'est un grand garçon. Donc, le moment venu, on va discuter, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur moi. Peu importe où je serai, mais je travaille toujours pour lui. D'accord, donc on peut garder des relations d'amitié et même de frères, même si sur le cadre professionnel on se sépare, donc vous êtes dans cet état d'esprit. Oui, parce que je pense que dans la vie, on vient seul, on repart seul. D'accord. Mais il y a cette relation entre lui et moi qui fait qu'on a une relation de confiance. Il sait qu'il peut compter sur moi et je sais qu'il peut compter sur lui, peu importe moi. Et ce que si m'appelle à 4 h du matin, j'ai besoin de toi, je serai là. Et je sais que si moi je l'appelle, que j'ai un problème, il sera là. On a cette relation qui permet que je peux être open avec lui. Même si demain je suis plus Africa Foot, je continue à travailler pour lui ailleurs, mais je travaille toujours avec lui. C'est bon. Donc tu as cette casquette de coach en entreprise, tu l'as dit, mais tu as aussi une casquette d'homme d'affaires hormis le sport. Et ça, tu n'en parles pas beaucoup. Tu as pas mal d'entreprises avec des partenaires et même sans. La restauration, tu as un pied dans la restauration et même 2 pieds, avec les mains aussi. Avec les mains aussi. Ça s'est passé comment le process pour avoir d'autres business à côté? Et comment ça se passe avec... on va commencer avec la restauration, mais à côté, il y a aussi tout ce qui est immigration et autres. Oui. On va en parler aussi. Je connais pas trop le monde de la restauration. Vous savez, le sportif, en général, quand on a une carrière pour faire le business, il faut être entouré. Moi, j'ai commencé très tard. Justement, quand je suis rentré au Cameroun, quand j'étais en Europe, je faisais juste mes coachings, j'ai gagné mon argent, j'ai vécu ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui, comme je l'ai dit, j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux, franchement. J'ai pas besoin d'avoir 10 maisons. Franchement, ça va me saouler. Si j'ai une maison, ça me suffit. Moi, les gens me disent souvent que tu délies. Mais je suis comme ça et c'est vrai. Même ma famille le sait. Je préfère que mes frères soient à l'aise, ils ont tout ce qu'ils aiment. Mais moi, je dois rester dans mon petit confort. Donc, un petit ami à moi, ami, c'est-à-dire petit frère du quartier, Georges, c'est un des jeunes frères de Komkana. Komkana, c'est mon fief, c'est mon sang, comme je l'ai dit. C'est mon quartier, j'ai grandi, j'ai toutes mes valeurs viennent de Komkana. Le respect, l'humilité, on apprend ça en Komkana, nos grands frères. Et Georges, c'est mes petits frères. C'est le meilleur ami à mon petit frère Benjamin qui est en France. Et quand il arrivait en France à l'époque, Georges, il vivait chez moi. Il vivait chez moi quand j'étais marié à l'époque, il vivait dans ma maison. Et il était en Allemagne, mais il venait tout le temps en France, il vivait chez moi. Et on a gardé les relations de grand frère, petit frère. Et on a toujours été sympa. Quand je suis arrivé au Cameroun, il m'a dit grand frère, j'ai beaucoup de bars et tout, mais j'ai envie de faire quelque chose d'énorme. Un grand restaurant, quelque chose qui a, tu vois, et comme un peu en Europe, ça se passe.
Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses si on travaille ensemble? Je lui dis, moi, je suis dans mes histoires de coaching, je fais le sport, le foot, tu m'amènes dans l'histoire des bars, restaurants. Je suis pas trop sûr de... Il m'a dit, grand frère, essaye, tu vas voir. Après, on a discuté, on a échangé une fois, deux fois. Et l'espace où le restaurant a été positionné, le terrain, c'est à Bastos. C'est à Bastos, en face des Copes Bastos. Le terrain appartient à son grand frère Raymond. Donc, imaginez à Bastos, on doit payer un terrain, c'est trop cher. Donc, nous, on est jeunes, on commence une carrière d'homme d'affaires. Une nouvelle carrière d'homme d'affaires. Voilà. Donc, si tu dois aller mettre beaucoup d'argent pour le terrain, c'est compliqué. Donc, on a échangé avec son grand frère qui est Raymond, qui est un ami aussi, un ami d'enfance et qui a été très sympa, qui nous a écoutés. Il a dit, ok, allez-y, puisque c'était un jeu pas construit là pendant 10 ans, allez-y, on verra ce que ça va donner. Donc, on est parti à l'idée que bon, quand on va faire une petite laverie, un petit restaurant et puis basta. Puis on avançait, genre il me dit non, on peut faire mieux. Ouais, on a fait une petite visite, le restaurant est plutôt magnifique, hein, on n'est pas sur un petit truc là. Justement, l'idée n'est pas c'était ça. Après, genre je me dis non, on peut faire mieux. Après on allait. Et puis l'avantage c'est que, ce qui m'a convaincu, il m'a dit grand frère, tu es connu au Cameroun. Moi par exemple, pour avoir les papiers administratifs, on me dérange. Alors quand toi tu pars, ça va être clean. Ouais. Donc c'est comme ça là qu'il m'a vendu le truc. Et puis j'ai dit pourquoi pas. Et aujourd'hui nous sommes partenaires, on a un très beau restaurant, on appelle Tobassi. Oui. Bon, et puis le nom aussi parfois, j'ai des clients qui viennent. Pourquoi le Tobassi? Il y a des clients qui viennent qui me disent, j'espère que vous n'avez pas mis le Tobassi à la bouffe. Oui, pourquoi ce nom? Pourquoi c'est le Tobassi? Il faut comprendre. Les gens du centre, ils disent Tobassi, entre et assieds-toi. Tobassi. C'est vraiment ça, Tobassi. Donc, centre, hein. Voilà, donc c'est vraiment ça au départ. Donc, nous on a joué en disant Tobassi. Si on mettait Tobassi, et genre Tobassi c'est un peu intriguant. Oui. Et bon, on a dit bon, puisque nous sommes fous, allons-y. Et dès qu'on a mis, les gens arrivaient toujours, ils disaient bon, j'espère qu'on va pas caler ici. Hein. Et ils revenaient, ils disaient mais voilà, on vous avait dit. Ils ont mis le Tobassi dans la nourriture. Même moi, j'étais venu pour quelques visites de quelques heures, j'y ai mis plus près de 3 heures, j'ai passé ma soirée là. Alors, ça veut dire que... Non, c'est un cadre agréable et bien confortable. Merci beaucoup. Aussi confortable que le bureau où tu gères aussi avec un partenaire, bien sûr. Avec mon petit frère, parce que là c'est familial. Là c'est familial. Là c'est familial. Et ça reste un partenaire. Comme j'en ai dit, mon petit frère, c'est moi, je l'appelle le banquier, Benjamin. Yo, c'est mon petit frère qui est en France, depuis longtemps, qui est un banquier d'affaires. Et qui a eu la magnifique idée de dire que beaucoup d'enfants, quand ils finissent le bac, ils veulent aller étudier en Europe, souvent ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, cette société permet, on ira sur place, vous voyez, il y a un de mes petits amis, Kevin, qui est très fort, il va bien vous expliquer les choses. Donc, dès que tu as fini ton bac et que tu vas étudier en Europe, nous, on te permet d'aller en Europe. C'est-à-dire qu'on rassure tout. On te trouve l'hébergement, on se trouve tout ce qu'il faut, la paperasse qu'il faut, et après, ça te permet d'avoir un visa facilement. Donc, c'est une société vraiment qui est familiale, où on essaie d'accompagner les jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent des études, parfois même des parents qui ont envie d'investir sur leur enfant et qui disent j'ai envie d'envoyer un euro, mais c'est pas évident. Nous, on permet ça, et on permet même aux parents de ne pas mettre la somme directement. On peut, c'est-à-dire cotiser, c'est-à-dire qu'un parent, par exemple, ton enfant en dernière année ou deuxième année, où il restait 2 ans d'études pour partir à l'université et tu vas envoyer à l'étranger, tu commences à cotiser. Tu viens chez nous, tu mets tes 50 et 100 000 tous les mois, et après tu fais partie de ton fils. Nous, on garantit tout ça, et c'est vraiment fiable. Bah écoute, ça a l'air bien pensé, et plutôt ça réussit, hein, tous ces business, ça te réussit. Tu es content de l'homme d'affaires que tu es au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas si je me considère comme un homme d'affaires. Moi, j'aime, comme je dis, j'aime faire des partenariats. Moi, je ne sais pas si c'est des affaires, mais moi, je m'amuse. Non, c'est des affaires. Hein. Moi, je m'amuse. Franchement, je pense que du moment où tu fais quelque chose, que tu es passionné de ce que tu fais, je pense que l'affaire que moi, je peux dire que j'ai fait une affaire, c'est mon académie de foot. Oui. J'ai mon académie, tout en 7, qu'on appelle tout 7 en diminutif, tout 7, tout en 7. Que tu vas agrandir d'ici la fin d'année. Tout en académie existe depuis 2016. Et là, c'est vraiment moi mon bébé. Parce que ça vient du fait que moi, en tant que footballeur, je vois beaucoup de jeunes footballeurs. Quand je vais à l'entraînement, je les vois, les enfants, ils sont passionnés, ils ont envie de jouer. Ils rêvent. Et comme le président de la FRAFO dit souvent, il faut rêver grand. Donc moi, c'est vraiment là mon business, l'académie. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le développer à un niveau où, au Cameroun, on va dire c'est une référence. J'ai pas mal de bons petits joueurs, mais j'espère que quand je vais donner tous les moyens qu'il faut à cette académie, c'est-à-dire que les endroits ils peuvent s'échanger, les bons stades d'entraînement, pour le moment s'entraîner dans Bankolo, dans un stade qui n'est pas très pratique. Donc j'aimerais vraiment les donner
mettre toutes les conditions que moi j'ai pas eu pour qu'ils réussissent. Et ça va permettre que je pourrais être milliardaire en quelque temps si je vends 2-3 bons joueurs. Voilà, l'homme d'affaires vient d'exploser. Pourquoi pas? Vient d'exploser, mais pour ça, tu as besoin de quoi? De partenaires ou bien de temps? En académie de football, il faut le temps. Même si tu as les partenaires, il faut le temps. Mais il faut les partenaires, pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, moi, j'aime pas travailler seul. J'aime travailler en partenaire. Parce que quand on est partenaire, ça vous protège de quoi? De deux choses. Quand tu n'es pas là, ton partenaire, là, il y a toujours quelqu'un pour s'occuper, pour assurer. C'est comme dans les restaurants, c'est la même chose. Donc, j'ai un partenaire en Asie que je vais rencontrer bientôt. J'ai aussi je suis en discussion avec un partenaire en Arabie Saoudite. Donc, pour moi, le partenaire, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet d'ouvrir le champ pour tes joueurs. Parce que imagine, j'ai un contrat en Arabie Saoudite, en Malaisie, en Europe. Si j'ai un bon joueur, j'envoie en Malaisie, j'ai 3 choix. On va avoir un seul choix. Donc c'est pour ça que le partenariat, c'est une très bonne chose. Et j'ai tellement envie de donner à ces enfants la possibilité de rêver, de réussir. Parce que chaque enfant qui gagne de l'argent, c'est toute une famille autour. Moi, quand j'ai joué au football, quand je gagne de l'argent, c'est toute ma famille qui a profité. Aujourd'hui, toute ma famille en Europe, parce que j'ai envoyé ma famille en Europe, parce que j'ai envoyé mes frères et mes soeurs en Europe. C'est grâce à l'argent du football. Donc je pense que si demain je vends un jeune joueur, il va aider toute sa famille. Au-delà de ça, il y a aussi la passion du football. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit mon bébé l'académie. Et en plus de ça, j'ai envie de permettre à tout le monde de dire qu'on peut jouer au football et accompagner des enfants à côté. Au départ, quand on a fait ça depuis 2016, l'académie existe, on fait du social. Nous faisons du social. Les enfants ne payent presque rien. Mais cette année, on a décidé que les parents devaient payer 60 000 francs par an. 60 000 francs, c'est rien. 60 000 francs par an. Moi, les autres académies, on donne 1 500 000. Nous, c'est 60 000 francs par an juste. C'est pas vraiment pas grand-chose. Mon académie, c'est vraiment, c'est comme Kanamaska, Mokolo Carrière, Buketeri, vraiment où c'est un peu, les parents n'ont pas trop d'argent. Donc, aller demander aux enfants de payer 1 million, c'est pas possible. Donc, 60 000 francs par an, et on donne à chaque enfant un sac, un équipement de. Non, franchement, on essaie de faire en sorte que ça lie les deux, le rêve et le social. Super, bah écoute. Tu parlais de ta famille, tu as ta famille sportive, tu as ta famille très proche, restreinte, tes enfants et ta femme, même ton ex-épouse. Tu as ce cercle-là, mais tu viens aussi d'une famille et tu en parlais, tu as tes frères et sœurs, vous êtes 9, tu es le 7e, d'où ton numéro 7 que tu portes partout et depuis des années. Alors, on va parler un peu de cette famille-là. Ton papa, tu l'as aussi dit, hein, c'était un militaire. Donc, ta maman ménagère, ton papa... Le soldat, le gendarme, ça se passait comment cette enfance? Mon papa il avait 2 femmes, donc ma maman, Doumbé Marie, c'est bizarre les noms, Doumbé Marie, ma mère. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi maman Marie? Non, je reviendrai sur ça. Ma fille s'appelle aussi Doumbé comme ma maman. Doumbé Marie. Ah non, pas Marie. Juste pas Marie, juste Doumbé. Et la deuxième femme de mon papa s'appelle Ngokon Ruth. Femme Bassade et son manding. Quand je partais, j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je partais souvent son manding. Elle m'amenait très petit. Donc parfois, j'avais l'impression que c'est elle ma mère. Donc j'ai grandi avec cette idée au départ que c'était maman parce qu'elle travaillait à l'hôpital central. Et chaque fois qu'elle était des gardes, à l'époque, les gens étaient des gardes. Donc elle m'amenait toujours à l'hôpital. Je me rappelle à l'époque à l'hôpital central, elle faisait du riz au lait, elle me donnait tous les soirs. Donc j'ai grandi cette idée. Et puis elle est partie très tôt, ma deuxième maman, moi je suis resté ma maman même, maman Marine, de Marie, ma mère comme je vais me l'appeler. Et c'était plutôt une famille, je pense que, famille tranquille. On a vécu des moments difficiles parce que c'était pas évident. Un gendarme qu'on m'a touché à l'époque. On avait une petite maison comme Canard et on vivait tous dans la maison. Mes grandes sœurs, mes 2 premières grandes sœurs, Claire et Jeannette, elles étaient un peu plus grandes, donc elles vivaient déjà chez elles, mais le reste on était à la maison. Je me rappelle, je dormais dans une chambre avec mes 2 grands frères, mes 2 petits frères, on était 5 dans une chambre, avec 2 lits superposés, mais quel bonheur! Quel bonheur! La nuit, quand mon grand frère dort, j'ai chiffre son short, le matin, je fuis avec. Mais quel bonheur de vivre avec une bonne ambiance, très bonne ambiance. Et ma maman était une femme, je pense que j'ai pris, mes frères me disent que j'ai pris toute ma maman, elle était très câline, très amoureuse. Elle était une femme passionnée, ma maman. Mais quand elle dit passion, passionnée de la famille. Et on avait un lien très fusionnel, ma mère. Quand elle est morte, j'ai perdu beaucoup de choses. On avait un lien très très fusionnel, ma femme, maman et moi. Très fusionnel, tout le monde le dit. Quand ta maman est décédée, on a vu comment tu as... Ça m'a beaucoup... Franchement, jusqu'aujourd'hui, ma maman est décédée en 2001. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à penser, à parler de ça parce que ça me fait couler les larmes. Donc ma maman était une femme très famille, elle aimait beaucoup ses enfants. Et elle disait toujours, celui qui attaque mon enfant, je le tue.
Donc elle était très... Et surtout moi, avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais avec moi, elle avait ce lien affectif. Donc j'ai grandi dans cette famille. Avec mon papa, par contre, c'était... Oh non, lui, c'était sévère. Lui, tu vas jouer au football, tu reviens, tu prends des fouets, il te fouette parce que tu allais jouer au football. Et il dit que tu es un voyou. À l'époque, on dirait que les joueurs qui jouent au football, c'était des voyous. Donc quand je rentre le soir, je prends mon fouet. Ça, c'était déjà... Je savais déjà. Mais comme j'étais têtu, comme j'aimais tellement le football, quand je partais, quand je rentrais le soir, je savais que mon papa m'attend avec mon fouet. Donc, je prenais mon fouet, j'ai des cicatrices un peu, mais bon. Et il ne te fouettait pas avec, tu sais, les grandes jazz, les chaussures, là, les militaires, là, les gendarmes, là. Et un jour, il me tapait, m'a fait maman, c'est mis entre nous deux pour dire non, c'est bon, il a tapé sur elle, tu vois. Et c'est resté tellement dans mon imaginaire que je me suis dit non, c'est pas possible, je vais tuer mon papa, c'est pas possible, comme ça pense un enfant, quoi. Mais après, ce qui est magnifique, c'est que j'étais, je crois, au CM2, je crois, j'ai fréquenté à l'école de source. Mon papa, il disait que j'étais un voyou, quoi, parce qu'il n'aimait pas le foot, quand on jouait au foot, il disait que c'était pour les voyous. Et un jour, j'étais en train de jouer le sucre. À l'époque, on jouait le sucre, c'était championnat des vacances, et de scolaire, pardon. Donc, j'ai joué le sucre, et pendant que je jouais à Madagascar, je tripe un moment, je lève ma tête, je vois un homme qui ressemble à mon père qui gagne le match. Mais je ne savais pas si c'était lui, je n'étais pas sûr. Mais parce qu'il disait que non, mon papa n'aime pas le match, lui il détestait le foot, donc il ne peut pas regarder le match. Donc moi je joue, après le match fini, je rentre à la maison. J'arrive à la maison, moi je savais qu'on allait comme c'est tous les soirs quand je rentre, je prends mon fouet. J'attends qu'il va me donner mon goûter, voilà. J'en parle comme ça, je rigole, mais c'était dur. Donc après, je mange, je suis étonné quand je passe, je le vois assis à la véranda, il ne me dit rien. Je passe, bonsoir papa, bonsoir fiston. Il me dit vraiment, hein, mais tu t'es où? Il commence à me gronder. Mais là, je dis bonsoir, il dit bonsoir fiston. Et je passe, je rentre dans la maison. Je dis à ma femme, maman, mais papa il est bizarre. Il me dit pourquoi? Il ne m'a même pas dit où j'étais, il ne m'a même pas cogné comme il fait souvent, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle ne comprend rien. Et elle me dit, va te doucher. Et je peux te dire, j'étais petit, j'aimais pas l'eau. Ah, comme tous les enfants, j'aimais pas l'eau. J'ai fait des demi-bails, j'ai pris un peu d'eau, j'ai su mes pieds, mais là mon dos, maman, j'ai terminé, elle me dit, t'es sérieux toi? Et j'avais ma grande sœur Catherine qui était l'enfant de la deuxième femme. Oui. Et elle est conséquente, elle me dit, viens ici petit frère. Elle met le doigt sur mon dos comme ça, elle me dit, va te doucher, elle me donne une claque. Je me douche, je reviens, m'amène à manger, je mange. Alors, il devait être 7-8 heures le soir, 20 heures. Mon frère papa, il me dit, tu t'en, viens là. Je viens et je suis dit que la bassine va commencer maintenant. Depuis le matin, on attendait. Il me dit, viens. Il m'amène à sa chambre, ce qu'il ne faisait jamais. Jamais il faisait ça. Il m'amène à sa chambre. Assieds-toi. Cette chambre où il me tabassait souvent, il me dit, mais papa, qu'est-ce qu'il me prend? Il me dit, tu aimes jouer au foot, hein? Je dis, oui papa. Toute ma voix toute petite, j'ai peur. Il me dit, en tout cas, c'est bien. Et le fouet qu'il avait, la petite me fouette avec, je vois comment il prend, il découpe en petit. Il me donne, il me dit, va jeter. Je sors, je pars, je jette le machin. Il me rappelle. Et mon papa avait toujours une chose, il mettait toujours une chemise, et il mettait tout l'argent dans la chemise, et tu vois à travers la chemise. On voit à travers. Donc il fait comme ça, il retire 500 francs, il me donne. Il me dit, va acheter à boire. Il n'avait jamais fait ça. Je sors. Je dis à ma mère que non, il y a quelque chose qui se passe. Le type, si... Tu es sûr que c'est mon père là, je ne comprends pas. Donc, et puis je m'en vais. Le lendemain, je ne vois pas mon père. 2 jours après, je ne vois pas mon père. On dit, mais on avait l'habitude parce qu'il partait en mission, il était chauffeur gendarme, il partait en mission 2-3 jours, il revenait. Et on avait un chien à la maison, je te raconte. Médor, c'était le chien de mon papa. On habitait un peu dans le quartier. Chaque fois que mon père allait travailler au matin, Médor quittait la maison et mon père l'accompagne jusqu'en route. Mon père entre dans la voiture et lui il rentre à la maison. Mais Médor est rentré, est parti 2 jours en route, n'est plus rentré. Il quitte la maison, 2 jours, mon père n'est pas rentré, il attend mon père en route, mon père ne rentre pas. 2 jours. Moi je rentre au quartier, je vois Médor, alors il ne vient pas, il reste assis là. Tout le monde vient au quartier, mais Médor ne descend plus, qu'est-ce qui se passe? On apprend à manger, il mange là. 3e jour, on vient à la maison, on dit, ah, vous êtes la famille tout le temps, la famille Yo, parce que mon père s'appelle Yo David. Moi, je suis le seul dans la famille de 9 enfants qui n'est pas le nom tout le temps. Hein. Personne dans la famille s'appelle tout le temps, c'est le chef du village qui s'appelle tout le temps, on m'a donné le nom du chef. Le chef, donc, mon papa s'appelle Yo David. Mon papa c'est Yo David. Yo David. Donc, on vient, un gendarme vient chez nous, il dit, bon, monsieur, bonjour, machin, la famille tout le temps, la famille Yo, oui, votre maman, où elle est là, votre papa est décédé. Comme ça, c'est quoi cette histoire?
Moi, j'étais encore gamin, je ne comprenais pas. C'est mes grands frères qui m'expliquent alors. Juste après qu'ils te prennent dans la chambre, ils découpent ta ceinture. Juste après. Après, mes grands frères... Moi, j'étais gamin, je ne comprenais pas trop bien. On me dit, oh, papa, la mort, je ne connaissais pas encore. Je ne peux pas encore comprendre la mort. Je dis, mais mes grands frères pleurent, mes grandes soeurs pleurent. Moi, je sors du foot, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon papa est décédé. C'est quoi? Il ne va jamais revenir, oui. Je dis, non, c'est pas possible. Pourquoi? Comment j'ai pleuré? C'est parce qu'il voit mes frères pleurer, mes soeurs pleurer. Bon, après... J'étais encore très gamin, à l'époque, je suis pas allé au village, mes grands frères, mon grand frère Alain, qui est allé, mes grandes soeurs sont allées, mon frère papa. Et ma maman derrière, je pense que comme beaucoup des parents, ils sont tellement fusionnels. Ma maman derrière, elle a fait un AVC direct. Mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'on appelait un AVC. On ne savait pas ce que c'est un AVC. Donc maman avec un côté paralysé. Et à l'époque, j'étais très jeune encore. Je pense que j'ai passé... juste la première année, parce qu'après j'ai commencé à faire technique, j'ai fait la première année Los Angeles Madagascar. Et je devais avoir 12 ans, quand mon papa est mort, 12, 13, 14 ans par là, je crois bien. Et quand mon papa est décédé, j'ai dit à ma femme, maman, bon maman, tu sais quoi, maintenant papa est décédé, moi il veut jouer au foot. Elle me dit, tu vas jouer au foot à 14 ans. Ah, c'est toi, elle me dit, en blaguant comme ça. Mais mon grand frère Alain, lui aussi il joue au foot, il joue dans l'Union des Douala. Donc quand il venait souvent, il me prenait à partir des matchs ensemble et tout. Je dis que moi je vais faire jouer au foot professionnel. Mes grandes sœurs, tous, on a grandi dans une très bonne famille. Et mes grands sont voyager. Ma première grande sœur Claire est partie en Europe et tout. Donc elle rentrait, des cadeaux. C'est-à-dire qu'au jour où tes parents, ton papa et tout comme ta maman, ils n'ont pas vraiment vécu le grand footballeur, ils n'ont pas vécu cette maman, ascension. Elle a un peu jusqu'en 2001. Donc quand je gagne la Fondation 2000, elle est vivante. Mais ma maman a quand même vécu. Pourquoi? Parce que quand mon papa décède, bon, je dis bien, on n'est pas une famille aisée. Mes grandes sœurs sont en Europe, nous on est au Cameroun, on vit comme on vit. Mais bon, on ne manque pas parce que ma maman, elle vendait des beignets, elle s'arrangeait toujours qu'on allait manger dans la maison. Mais quand elle a eu son AVC, elle ne pouvait plus. Donc on vivait comme ça. Et après, un jour, j'ai joué dans le Racine Cadet. Racine Bafoussam, c'est à Bafoussam. Mais ils avaient une équipe à Yaoundé, avec le coach Gilbert, qui est un grand frère que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné. Donc j'ai joué à Yaoundé au Racine Cadet. Cadet, c'est moins de 15 ans. Alors, un jour, il y a un monsieur qui vient, il a dit l'entraînement à Racine. Il dit au coach que Bernard, tu t'en es très bon. Il faut qu'on l'amène à l'ouest, il faut qu'il aille jouer au Racine. Le coach dit, mais là, 14, 15 ans bientôt, il ne peut pas jouer au Racine. Il faut qu'il joue au Racine. Donc moi, Sonagou et un autre, comme Payos, on était trois. On est parti à Bafoussam. Non, un autre Payos, un autre pas Jeffy. Mais alors, avant de partir, j'ai dit à ma femme, maman, il faut que je vais aller jouer à Bafoussam. Elle me dit, pardon, tu vas aller jouer à Bafoussam, ça commençait comment? Et assieds-toi, donc elle ne croyait pas. Et j'ai appelé ma grande-sœur, tu sais quoi, demain je pars à l'ouest, ne dis pas moi. Elle me dit, tu pars où? À l'ouest? Je n'étais jamais sorti de Yaoundé, pas à l'ouest. Et partais à Ezeka quand ma deuxième maman m'amenait, mais jamais seule. Elle me dit, tu vas aller à l'ouest, comment ma grande commence à pleurer, elle dit, oh, sur les histoires, l'ouest, machin. Je dis à ma grande-sœur, ne t'inquiète pas, on va pour le foot. Coach Gilbert nous amène. Ma grande-sœur connaissait le coach Gilbert. Ok. On quitte le soir, et ce qui est marrant, c'est que on entre dans une pick-up. Pick-up, derrière, là, c'est ouvert, quoi. Et tu connais, à l'ouest, il fait froid. Et nous, on met nos petits shorts, on n'est jamais parti à l'ouest. On prend le pick-up, on part à Bafoussam. Quand on arrivait vers l'ouest, l'eau froide nous a tabassé. Oh là là là. L'eau froide, c'était terrible. Donc, on arrive à Bafoussam. On a fait des entraînements. Le coach m'a dit, pourquoi 15 ans j'ai signé? J'étais l'un des premiers footballeurs camerounais qui a signé à 15 ans, en première division. Je suis sorti des cadets directement pour jouer en première division à 15 ans. Donc, quand j'ai signé à 15 ans à Racine Bafoussam, à Yaoundé, ma mère me cherche partout. Elle me demande partout, elle pleure partout que son fils est parti, on ne sait pas où il est. Personne ne sait où je suis parti, sauf ma grande sœur. Mais ma grande sœur a promis de ne pas dire à ma mère parce que ma mère, comme elle était à mal, et c'est prouvé. Donc, je signe à Racine Bafoussam et je reste 1, 2, 3, 4 jours, je m'entraîne. Mais après, il y a une pause. Il y a des vacances pendant une semaine. Donc, je décide d'entrer à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. Je vois ma maman, quand elle me regarde, elle me prend dans ses bras, elle me serre. Elle avait une main qui s'est levée voilà, parce qu'elle avait baissé. Donc elle me serre, elle me dit, mais tu étais où? Et maman, j'étais à l'ouest. Elle me dit, l'ouest? Tu allais faire quoi? Elle dit que j'allais jouer au foot. Tu joues quel foot? Elle dit, maman, je vais jouer au foot, je vais nourrir toute la famille maintenant. Je vais prendre en charge la famille. Elle me regarde, elle me dit, tu as 15 ans, tu vas prendre quelle famille en charge? Tu as des grandes soeurs, tu as des grands frères. Elle dit, mais oui, maman, je veux gagner beaucoup d'argent, je vais t'aider, tu vas voir. Elle me dit, mais mon fils, non, il ne faut pas rêver. Tu rentres, tout s'est bien passé. Il dit, maman, je vais repartir dans 3 jours, mais tu ne repars où? Tu ne repars nulle part.
Elle dit à ma grande soeur qu'il faut empêcher des parties et tout et tout. Et puis, je me rappelle quand j'ai signé, on m'a donné quoi, 200 000. On m'a donné 200 000 quand elle partait. Je prends 200 000, je mets dans la main de ma mère. Quand elle laisse tomber l'argent. Elle dit, c'est quoi ça? Et maman m'a donné ça pour jouer au foot. On t'a donné ça pour jouer au foot? Mais tu me prends pour une imbécile? Elle n'avait pas une idée, jamais. Toutes nos mamans, voilà. De ce que ça peut rapporter, ça peut être le football. Et là, elle a commencé à vivre les premiers instants de bonheur avec le foot et elle en a eu jusqu'aujourd'hui. Et après Bafoussam, je suis allé à Fouroui, je suis resté 1 an. Mais après, je suis venu au Tonnerre de Yaoundé. Et ça, c'était une très belle période avec ma maman parce que j'étais à Yaoundé, je jouais à Yaoundé. Et j'étais un plus ou moins international. Je jouais à l'international junior, on me connaissait déjà. Et maman était tellement fière. Et je me souviens, quand je reviens de l'Ouest, je dois signer à Tonnerre de Yaoundé. C'est le général Semengue. C'est la personnalité, c'est le grand club Tonnerre. Je suis l'enfant du quartier. En face, tu as un Vom Jean-Pierre, le grand joueur Tonnerre qui habite là-bas. Roger Mila, des gens que j'écoutais là, j'étais petit. Je jouais en Tonnerre de Yaoundé. Alors, le soir, on fait la réunion à la maison. Ma feu maman, mon grand frère, pas celui qui joue à l'Union, mais l'autre Pierrot, et ma grande soeur. On dit, bon, comme tu vas aller voir le général demain, tu demandes 2 millions pour signer, sinon tu ne signes pas en Tonnerre. On commence à faire des rêves, qu'avec 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, mais comment c'est 200 000, 2 millions, tu rigoles quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dort. La nuit, là, ce soir, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé toute la nuit, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Après, le matin, je me réveille, je m'habille, je prends. Et dans mon quartier, comme ça, tous les gars, c'est des taximans. J'allais en route comme ça. Puis, tu vas à la garnison, c'est là-bas où j'ai ses bureaux. Ils me portent, j'arrive là-bas. Oh, je m'en vais, j'arrive devant le bureau des Semengue. Je vois l'aile de camp qui était là. Bonjour, monsieur Bernard, tu t'en. Ah, Bernard, le footballeur, viens, assieds-toi. Je m'assieds, j'attends. Une demi-heure plus tard, j'entre. J'allais dans le bureau des Semengue. Imagine, Semengue, le général Semengue. Tout de suite. Le bureau énorme, gros bureau comme ça. Il est assis derrière. Il a le cul dans la bouche. Il me regarde. Il me dit, fiston, ça va? Il dit, ça va bien, président. Il fait ça. Il retire son âme, il pose sur la table. Voilà. Je regarde l'âme comme ça. Je regarde Semengue, je m'assois. Il me dit, fiston, tu sais, il faut que tu viennes jouer au Tonnerre de Yaoundé. Parce que Tonnerre, c'est la meilleure équipe du Cameroun. Il dit, ok, papa. J'ai commencé à dire, ok. J'ai dit, il faut que président, ok, papa. Dans ma tête, tout a changé. L'âme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il me prend le contrat, il pose. Tu sais, à l'époque, on signait les contrats. Il pose le papier, il me dit, bon, tu signes. Tu as signé. 2 millions, c'est comme si ça disparaît. C'est comme si m'a hypnotisé, je sais pas ce qui s'est passé. je prends le papier, je signe, je dépose. Sans lire. Il prend, sans lire, c'est même pas ce qu'il a écrit. Il prend un papier, il range, il me regarde. Il me dit, bon, tu sais, maintenant tu vas jouer au Tonnerre, je te garantis 2 choses. La sécurité à Yaoundé et l'équipe nationale. Dans le Tonnerre, tu vas avoir la sécurité, rien ne peut te toucher à Yaoundé et l'équipe nationale. Ça, Tonnerre va te garantir ça. Il dit, merci beaucoup, président, merci beaucoup, président. Je viens à président, merci beaucoup, président. Il me dit, ok. Et il me dit, bon, tu me salues ta maman. Je dis, mais si connais ma maman, comment? Ah, c'est okay. La sécurité. J'ai dit, ok, président. Je sors. Quand il me lève pour partir, il me dit, attends. Comme je vais dans l'argent, il me dit, attends. Il tire le tiroir. Il fait la main comme ça, il compte. Il prend l'argent, il me donne. Je fais ça comme ça, l'argent est plein dans ma main. Je ne sais pas combien c'est beaucoup. C'est beaucoup dans ma main comme ça. Je prends, il tire l'enveloppe, il me dit, mets l'enveloppe, il me dit, ok, allez, vas-y. Merde, je m'en vais, je prends l'enveloppe, je mets sur moi, je m'en vais à la maison. J'arrive à la maison, ma maman est là, mais ma grande soeur, mon grand frère. Il dit, maman, elle me dit oui. Elle me dit, alors, ça s'est passé comment? Tu as été 2 millions? Je dis, maman, est-ce que maman, j'ai même parlé? J'ai même pas pu parler. Elle me dit, comment j'ai pu parler? Je dis, maman, j'ai même pas pu parler. Je dis, ok. On prend l'enveloppe, on ouvre, on compte, il y a 800 000. Il y a 800 000. Je dis à maman, tu sais quoi? Je vais t'offrir ton premier bijou. Je pars chez Cédou, un ami à moi, je lui offre une chaîne en or, un bracelet. Après, je suis dans le restaurant. Mais j'étais tellement content parce que c'était mon premier argent de football. Là, j'ai touché vraiment l'argent de foot. Et ce qui était marrant, c'est que le général Semengue, ce qu'il a fait derrière, c'était extraordinaire. Il y avait une école, il y avait un hôpital je crois que c'était hors de Yaoundé quelque part, je crois, c'est pas un fou, je sais pas où, c'était un hôpital des Chinois. Et chaque matin, la voiture militaire venait porter ma mère, ils amenaient à l'hôpital pour qu'on fasse la couponture. Chaque matin, pendant au moins 6 mois. J'ai dit, mais comment le monsieur a su où ma mère vivait, comment? Il connaissait tout de moi, il connaissait même mon papa, je ne savais pas qu'il connaissait mon frère papa. C'est après qu'il m'a expliqué.
Donc, vraiment, c'est un homme à qui, quand je parle aujourd'hui... Il faut nous expliquer comment il a su pour tes parents. Ça, je ne sais pas m'expliquer. Moi, je n'ai jamais compris. Quand j'ai dit à ma femme, m'a dit, mais c'est le chef de l'armée, ton papa est gendarme, donc forcément, il doit savoir. Il doit avoir les renseignements qu'il faut, s'il le veut. En tout cas, ta famille, aujourd'hui, tu restes avec tes frères et sœurs. Vous avez il y a un dynamisme incroyable entre vous. Comment ça se fait que vous soyez si unis? Parce que je t'ai vu faire avec ton grand frère, on dirait des amis, des ados, je ne sais pas. Vous avez une relation très fusionnelle. Et ça se passe comment? Et comment ça se fait que ce soit possible? Elle râle déjà. Elle râle parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Elle flaire. Oui, elle flaire, justement. Donc, non, on est, comme je disais, on est une famille soudée. On parle de Tutu, hein, pour ceux Tutu, qui vont se demander. Tutu, la chienne. Tutu, viens même un peu quand on te voit. Viens ma puce, viens. La puce, ça va. Voilà, elle est là, la princesse de la maison, la deuxième princesse, parce qu'il y a une princesse déjà. Fais coucou, Tutu. Pourquoi tu es capricieuse? Elle a vu quelqu'un arriver, donc c'est pour ça. Allez, sinon elle va nous mettre les poils partout. Donc, on est une famille très fusionnelle. Pourquoi? Parce que je dis mon papa était très sévère, mais ma maman était une femme vraiment calme. Donc nous on a grandi garçon avec 4 grandes sœurs. Donc elles nous ont appris l'amour de l'autre. Ma maman nous apprenait tout l'amour des autres. Jamais maman, on a gagné au quartier, on appelait ma maman la maman des enfants. Elle faisait à manger pour tout le quartier. Donc on a vraiment eu cet amour familial qui fait en sorte qu'aujourd'hui, mon grand frère, tu as vu, qui arrive de la Belgique, quand tu vois mon grand frère, tu as l'impression que c'est mon pote. Mon petit frère, c'est pareil. Mes grandes soeurs, quand j'ai mes grandes soeurs, c'est grave. Tu sais que mes grandes soeurs, moi, c'est quelque chose. J'ai grandi avec mes grandes soeurs. C'est pour ça que je pense que la relation que j'ai avec les femmes, c'est parce que mes grandes soeurs me l'ont plus mis dans la tête. Mes grandes soeurs, je me rappelle, je vais te raconter une anecdote. Ma grande soeur Joséphine, c'est-à-dire que j'ai Claire, Jeannette, Marie-Claire et Joséphine la plus petite. À Noro, pardon, maintenant, un jour, elle s'est mariée. Moi, elle a son anniversaire, moi je l'offre. Et quand mes grands c'est l'anniversaire, je les offre sous-vêtements. Moi, c'est normal. Parce que moi j'ai grandi avec comme ça, c'est normal. Tu connais les tailles et tout. Souvent on battait acheter, moi c'était cool. Donc ma grande c'est Joséphine, c'est la plus jeune des grandes. On l'appelle mannequin. Elle est comme toi un peu grande et elle a fait mannequinat. Alors j'achète à ma grande ses sous-vêtements ensemble, je viens, je l'offre à son anniversaire. Elle vient lui voir son mari, oh petit frère, tu te souviens toujours, mais pas pas. Son mari dit, mais ça va pas ou quoi? Ma grâce qui dit non, c'est une bonne famille, c'est comme ça. Donc franchement, on a cette chance d'avoir une famille où on partage beaucoup, on vit beaucoup. Parfois on peut faire mieux, mais bon, comme toute famille, mais ça va. Ben écoute, tu as une vie plutôt paisible, rangée. Tu es bien dans ta tête, autant en tant que parent, que fiancé, même époux, en tant que frère. Tu dirais aujourd'hui que tu es un homme heureux? Oui, moi je pense que le bonheur, c'est quelque chose qu'on cultive. Et le bonheur, quand on a appris à voir les choses simples, on est toujours heureux. Moi, je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un d'optimiste parce que moi, c'est mon entour qui me rend heureux. Si les gens autour de moi sont heureux, je suis heureux. S'ils sont tristes, je suis triste. Parce que moi, mon bonheur dépend des autres. C'était pour ça que j'ai fait peu des choses. Et quand ce que je fais, j'essaie de faire à 100%. Mais mon bonheur, c'est les autres. Et pour le moment, je pense que je suis heureux. Et tu sais, cette attitude, tu es heureux par quoi? On va te laisser finir. Oui, je suis heureux parce que aussi j'ai tout ce monde autour, ses amis. Je n'ai pas trop d'amis, j'ai quelques-uns. Même, je compte, même de mes premiers doigts, je ne peux pas compter mes amis. C'est pas bon. J'ai mal de connaissances, mais des amis, j'ai rarement des amis. Donc je suis heureux parce qu'ils sont heureux. Quand ils sont heureux, moi je suis heureux. Alors c'est peut-être ce dévouement envers tes amis, cette présence constante, cet amour peut-être exagéré pour tes proches et même tes amis, même dans le football, qui te donne le petit titre, on appelle ça, on dit Chinda chez nous. Donc comment toi tu vis le fait que voilà, on est un homme et lui il est une Chinda, il est toujours derrière les pattes de tel. Comment tu vis ce genre C'est toujours drôle parce que chez nous au Cameroun, quand on défend une cause, on estime que tu ne fais pas intérêt. Moi, j'ai souvent dit que j'ai les épaules assez larges. Je dis souvent que je suis une ampoule grillée, donc coup-ci-coup ne m'atteint pas. Donc les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais au-delà de ça, je pense que je suis un passionné. Je parle de l'amour de mes frères, l'amour que j'ai pour le footballeur, pour les footballeurs, l'amour que j'ai
au-delà de l'amour que j'ai pour lui, le président de la fédération, ça revient surtout ça revient beaucoup sur lui, le président de la fédération fédération, parce qu'on travaille ensemble, parce que je travaille à ses côtés, à ses ordres plus ou moins, que les gens pensent que parce que je défends forcément, je suis intimidé à tant quelque chose. Non. Je pense que si je raconte aux gens ce que Samuel Eto'o a pu faire pour moi, en tant qu'homme d'abord, le footballeur, les gens vont comprendre. Je vais raconter une chose qui est simple. Je dis, en 98 en Coupe du Monde, moi je ne vais pas en Coupe du Monde. Alors que je suis le meilleur joueur, on m'a laissé. On a fait une mafia sur moi, Claude Leroy, avec Oman Big, les autres ont fait une mafia sur moi, je ne suis pas dans la Coupe du Monde. Mais au Cameroun, j'étais le meilleur joueur, tout le monde savait. Parce que pendant les qualifications, j'ai marqué les buts les plus importants. Donc, tout le monde demandait pourquoi Bernard, tu t'en es pas là, personne n'expliquait. Et ils étaient en stage en France. Le seul joueur qui a demandé, alors qu'ils étaient en train de manger au restaurant, c'est Samuel Eto'o. Lui et moi, on ne se parlait pas. On se connaissait pas, c'était mon petit frère à l'époque, en tant que footballeur. C'est le seul qui a demandé à tout le monde, pourquoi Bernard, tu t'en es pas là? Alors que c'est le meilleur joueur, il mérite d'être là. Et lui et moi, on n'avait rien. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, je sais que tu as peut-être dû suivre ça, j'ai eu mes problèmes en France, avec la justice et tout, par rapport à une copine qui a été très difficile pour moi en France. J'aime pas passer cette période parce que c'était une période très difficile. Mais je peux te dire une chose, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que tu sais, l'Europe, c'est pas comme l'Afrique. Quand tu as un problème avec la justice, tu dépenses. J'avais dépensé presque toutes mes économies. J'avais dépensé toutes mes économies, j'ai dit bien toutes mes économies. Et alors, mon petit frère vient me voir un jour, me dit, grand frère, il faut payer l'avocat. J'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent parce que j'ai payé beaucoup d'argent pour les avocats. Et comme quand je dis que tu es quelqu'un qui peut payer, on te le procès, l'avocat il vient demander. Donc j'avais plus d'argent. Et j'ai dit à mon petit frère, tu sais quoi, tu vas aller voir tel garçon et tu vas demander que j'ai envie de parler à Samuel. Parce qu'à l'époque, lui et moi, c'est en tant que petit frère. Quand j'avais envie d'aller le voir, je partais à Barcelone, je regardais un match de foot et on discutait et puis je rentrais à Paris. Donc j'ai envoyé mon petit frère qui va voir Qualité, c'est un de ses proches, va voir Qualité, dire à Qualité que j'ai envie de parler au président. Et mon petit frère allait voir Qualité, il dit Qualité, voilà Bernard, il dit oh mais on cherche à voir Bernard depuis le président s'inquiète pour Bernard, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit Bernard veut parler au président, il dit ah bon, il dit ok, voilà, donne-moi le numéro de Bernard et tout. Donc le soir, je suis en train de manger, mon téléphone sonne, je regarde le numéro, je prends, je décroche. J'ai Qualité me parle, il dit Bombo, il dit oui gars, c'est comment? Il me dit gars, on a appris ce qui se passe, c'est chaud, mais sois fort et tout, il dit gars, ça va aller. Et j'ai même dit il dit attends, le président, je mets le parleur. Et bon, à l'époque, il dit Samuel, pas le président maintenant, il dit président, Samuel, je mets le parleur. Il met le parleur. Et j'entends, grand frère, il appelle toujours comme ça, grand frère, tu vas bien? Il dit je vais bien, Samuel. Et toi? Comment j'ai vu ton match avant-hier, super match, on parle de foot. Il me dit grand frère, laisse-moi, et toi, qu'est-ce que tu veux? Comment ça se passe? Je lui dis c'est difficile parce que j'ai payé beaucoup d'avocats, j'ai payé des sous pour l'avocat et tout, il faut que je paye l'avocat. Il me dit bon, ok, le petit frère il est où? Il Qualité son numéro, il me dit ok, grand frère, je règle ça. Je dis ok. Donc il raccroche, je dis bon, on s'appelle, il a mon numéro, il m'appelle. Le lendemain, mon petit frère m'appelle, il me dit on m'a donné le chèque. C'est combien il a donné? C'est combien il a donné? Non, 30 000 euros. 30 000 euros. Incroyable. Il a fait le chèque 30 000 euros dans mon petit frère que Bernard est son avocat avec. Incroyable. Donc, cette qualité de l'homme. Donc, quand je te dis, moi je te prends mon cas. Ouais. Je peux te citer des milliers de footballeurs camerounais qui ont des problèmes de plan Africa Foot à aider demain. Mais tu sais. Et moi, je suis quelqu'un, comme je me dis, je suis quelqu'un de fidèle. Donc, je rends seulement ce qu'il m'a donné un jour. Aujourd'hui, s'il faut le protéger, je dis souvent aux gens que s'il faut prendre une balle pour lui, je vais prendre une balle pour lui parce que c'est pas seulement parce qu'il m'a aidé un jour, mais c'est parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'il fait, c'est pour les footballeurs, pas pour lui. Donc, ceux qui disent souvent que parce qu'il le défend, non. Je défends d'abord le footballeur. Je défends d'abord le simple footballeur camerounais parce que ce que le président de la fédération fait. Il peut se tromper comme il n'est pas parfait. Après, tu as la posture parfaite pour défendre ce qui est défendable, vu que tu travailles à ses côtés. En plus, tu es témoin et tu as vécu tellement de choses. Ce que tu racontes là, tu ne l'inventes pas. Bien sûr. Donc, même, je ne sais pas, hein, à part s'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, c'est clair qu'il y en a beaucoup. Mais si quelqu'un impacte ta vie de cette manière, c'est clair qu'il faut être fidèle et à ses côtés, comme tu le fais, et tu fais bien de l'être. Et c'est vrai que les gens diront des choses
Peut-être parce qu'ils ne te connaissent pas assez, parce qu'il faut savoir que l'opinion, c'est l'opinion des personnes qui ne vivent pas ce que vous vivez. Et nous, on retient juste que tu es quelqu'un de fidèle en amitié, quelqu'un de bien et de bienveillant envers ses proches, de présent envers sa famille et envers sa famille nucléaire comme ses plus proches, ses enfants et autres. Et c'est une grande valeur, il faut garder cette valeur-là. Et surtout, reste l'homme d'affaires que tu es aussi, parce qu'on a découvert dans cette émission, on tire déjà vers la fin, l'homme d'affaires que tu es. On va conclure avec le petit jeu. Donc, on en a parlé. On en a parlé au début. Donc, c'est juste un petit jeu, rien de ouf. Où voilà, tu vas choisir entre quelques footballeurs. Mon bord, je prends ça sort toujours en fin d'émission. C'est vrai. Alors, le principe du jeu est très simple. Je vais appeler à chaque fois des footballeurs et voilà, tu cales sur la personne qui te parle. Et puis, si c'est l'autre, le prochain que j'appelle qui te parle le plus, tu passes au prochain ou tu restes sur la personne que j'ai appelée précédemment. Donc, on va appeler ça quoi entre tel et tel. D'accord. Entre tel et tel, c'est parti. Entre Didier Drogba et Samba Hanak. Samba Hanak. Samba Hanak, Roger Mila. Samba Hanak. Samba Hanak, Aboubacar Vincent. Aboubacar, j'aime beaucoup, c'est mon fils, comme je l'appelle souvent. Mais j'ai tellement vécu des choses avec son que je veux vous prendre Samba Hanak. Samba Hanak, Adebayor. Samba Hanak. Samba Hanak, Diouf. Samba Hanak. Ah, un commentaire. Diouf. Samba Hanak. Samba Hanak, Eto'o. Samuel. Président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, bien sûr. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Zidane. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Mbappé. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Ronaldo. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Messi. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Puyol. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Pelé. Pour la légende, pour le fait qu'il est décédé, pour ce qu'il a apporté, je vais prendre le roi Pelé quand même. Le roi Pelé. Bah écoute, c'était une très belle émission. Vraiment, tu nous as dévoilé des choses et on t'a vu comment on t'avait vraiment... Tu es entier, donc tu es quelqu'un qui dit des choses, ça on le sait, mais ce jardin privé, on ne l'avait pas encore et merci de nous avoir donné l'opportunité de montrer aux gens qui est vraiment Bernard Tutan. On espère que tu t'es amusé quand même, ça va, tu as passé un bon moment ou pas? Non, c'était très sympa, merci beaucoup. J'appréhendais au départ, je me disais, pourquoi c'est passé, j'ai pas envie d'avoir des gens chez moi, des gens forcément, je fais mes lives, ça suffit là, mais maintenant ils vont aller dans mon intimité, c'est pas évident, mais bon, je suis, comme j'aime à le dire, ce que je veux dire aux gens, c'est que au-delà de nos personnes, il ne faudrait pas qu'on oublie une chose, c'est qu'on vient seul, on repart seul. Donc il faut qu'on laisse toujours le max qu'on peut laisser, une image positive. Et comme j'aime dire, à le dire encore, je répète ici à mes frères, surtout à mes frères camerounais, le matériel, c'est que le matériel. Les humains sont plus importants. Donc n'hésitez pas toujours à dire aux gens que vous aimez, ou à vos frères, à vos amis, parce qu'à la fin des fois, c'est ce qu'on va retenir de vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, écoute, on te retrouve sur les réseaux. Tu es très présent pour accompagner surtout les gens. Ça va, tu restes sur les réseaux, on peut te retrouver là-bas. Ce sont les réseaux Bernard Tutan sur Bernard Tutan officiel, Facebook, toujours, Instagram. J'ai YouTube, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais Facebook, Instagram, je suis très présent. Et j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que comme j'aime à le dire, certaines personnes disent que nous sommes des stars. Moi, j'estime que l'humain, c'est celui qui doit être le plus proche des autres. Oui. Et je vous promets une chose, hein. J'aime que les gens sachent que les réseaux sociaux, comme je suis dans les réseaux sociaux dans ma vie, je vous donne ce que je veux que vous voyez parfois, mais sachez que quand je vous donne, c'est sincère. Mais quand je fais mes vidéos et j'explique les choses, parce que vraiment j'estime que vous avez besoin de connaître certaines choses, et je vous les donne entièrement parce que c'est pour moi, c'est un travail au-delà de tout le reste. Merci beaucoup. En tout cas, merci. On se dit à très bientôt donc, dans le Septalk pour de nouveaux moments et avec une nouvelle personnalité. Donc à très bientôt.